Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le 19 mars 2021 et pendant toute la journée, on a commenté les décisions qui ont été annoncées hier par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran au sujet du reconfinement d'une partie de la France et en particulier donc de 16 départements que vous connaissez, vous avez vu la liste dans les journaux. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de ces décisions ? D'abord, qu'elles sont éminemment bureaucratiques. Je rappelle les attestations que l'on doit s'auto-administrer pour sortir de chez soi. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Ça a valu d'ailleurs le qualificatif d'absurdistan qu'une journaliste allemande a jugé bon d'attribuer à la France de Macron justement à cause de ce délire. Ces décisions ne sont pas uniquement bureaucratiques, elles sont également incohérentes et en fait incompréhensibles. Je pense notamment aux déplacements interrégionaux. En fait, c'est une usine à gaz. C'était déjà une usine à gaz, c'est devenu une super usine à gaz encore plus complexe. Et j'avoue que personnellement, je ne comprends pas très bien ce qu'il faut faire. Par exemple, un habitant de Nice, dans les Alpes-Maritimes, département reconfiné, peut-il aller à Toulon, qui n'est pas loin, et qui est la préfecture du Var, qui n'est pas un département reconfiné. Un habitant de Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre, région Bourgogne-Franche-Comté, peut-il aller à Sancerre, qui est à 20 km de là, mais qui se trouve dans le Cher, de l'autre côté de la Loire, et donc dans la région centre ? Je ne sais pas. S'agissant des régions limitrophes avec un autre pays, je ne sais pas non plus très bien ce qui se passe. Par exemple, je pense à la ville de Comines dans le Nord. Il y a une partie de la ville qui se trouve en France et il y a une rue et de l'autre côté de la rue, c'est en Belgique. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau mur de Berlin, un mur de Comines ? Est-ce qu'on peut passer Je ne sais pas. Encore autre chose, par exemple, entre une région française reconfinée et une autre qui n'est pas reconfinée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense par exemple aux habitants de la Ferté-sous-Jouarre, qui se trouve au nord-est de la Seine-et-Marne, à une vingtaine de kilomètres de Château-Thierry, qui est la plus grande ville la plus proche de la Ferté-sous-Jouarre, mais qui se trouve être dans le département de l'Aisne et donc dans une région qui n'est pas reconfinée. Voilà. Les décisions ne sont pas seulement bureaucratiques, incompréhensibles et incohérentes, elles sont également éminemment injustes. Le gouvernement a bien senti qu'il fallait lâcher du lest. Donc, au sujet des commerces, il a laissé les commerces dits essentiels, mais il a lâché du lest sur d'autres commerces. Je pense aux libraires, aux disquaires, aux coiffeurs, qui faisaient partie des commerces non essentiels à l'automne dernier, et qui d'un seul coup, en quelques mois, le gouvernement s'est dit bon sang, mais c'est bien sûr, ce sont des commerces essentiels. C'est vrai d'ailleurs que ce sont des commerces très importants. On a bien besoin d'aller lire ou de se cultiver ou d'acheter un disque de temps en temps. On a bien besoin aussi, sauf à ce que la France devienne un pays de Yétis, on a bien besoin aussi d'aller de temps en temps chez le coiffeur. Mais le gouvernement a aussi estimé qu'il fallait maintenir des commerces fermés. Donc les vendeurs de vêtements, les magasins de vêtements, les petits artisans, les restaurants, les bars doivent rester fermés. C'est profondément injuste. Les salles de concert, les salles de théâtre, les monuments historiques, les musées, tout ça doit rester fermé. Alors c'est d'autant plus injuste qu'il y a au même moment des personnes qui, à Paris par exemple, quand vous prenez le métro, je pense à la ligne 13 notamment, de célèbre mémoire, mais d'autres aussi, vous êtes serrés comme des sardines. Donc vous êtes serrés comme des sardines quand vous prenez le métro ou des transports en commun, quand vous vous trouvez dans une librairie. Moi j'y suis allé il y a pas très longtemps pour acheter un livre pour un anniversaire. Il y avait quand même beaucoup de monde. Et puis en revanche, il est interdit de s'installer à une terrasse de café qui est en plein air et où le gérant de magasin pourrait très très bien laisser de la distanciation entre les clients. C'est tellement injuste, c'est tellement le doigt mouillé, c'est tellement le nez de Cléopâtre, comme on disait. Finalement, on a l'impression que le gouvernement prend des décisions de façon comme ça, au doigt mouillé, et qu'un certain nombre de professions, au cours de cette journée du 19 mars, sont montées au créneau pour défendre leur steak. Et donc, le gouvernement a lâché là aussi du lest. Il a eu raison d'ailleurs.
Il y a notamment les chocolatiers. Ils ont fait savoir que si on les empêchait d'ouvrir alors qu'on arrive aux vacances de Pâques, et qu'avec Noël, les vacances de Pâques sont certainement un des grands moments du chiffre d'affaires des chocolatiers, puisqu'en général, il y a les œufs de Pâques dans les jardins pour les enfants, eh bien, ils risquaient d'être vraiment entraînés à la ruine. Donc le gouvernement a lâché du lest, a autorisé l'ouverture des chocolatiers. Et puis il y a les cordonniers qui sont venus, parce que c'est vrai que si vous avez une paire de chaussures et puis que la semelle part, ben comment vous faites il y a beaucoup de Français qui n'ont pas beaucoup de moyens, et tous les Français ne sont pas comme Imelda Marcos à avoir 2500 paires de chaussures. Donc il y a des Français qui n'ont qu'une, deux ou trois paires de chaussures, et ben ils ont bien besoin de les faire ressemeler, ils ne peuvent pas rester avec des cordonniers fermés pendant des mois. Donc il a été autorisé que les cordonniers pourraient également ouvrir. Et puis il y a les fleuristes. Parce qu'il y a aussi le moment des fleurs, c'est le moment où il faut, si vous avez des anniversaires, des mariages, des fiançailles, quoique les fiançailles, il n'y a plus beaucoup, mais eh bien, on offre des fleurs. Il y a aussi, malheureusement, des décès, surtout en période de pandémie, et donc il faut bien aussi faire des cadeaux de fleurs. Donc, le gouvernement a décidé d'autoriser l'ouverture des commerces de fleurs. Tout ça au cours de cette journée, après les annonces d'hier. Et puis à partir du moment où on est en mois de mars et que l'on autorise les fleurs, le gouvernement a été obligé d'autoriser aussi l'ouverture des jardineries. Parce que je ne vous apprends pas que le mois de mars, février, mars, avril, ce sont quand même des mois par excellence où on fait des plantations dans les jardins. Pour planter des fleurs, pour planter des rosiers. Si on ne l'a pas fait au mois de novembre de l'année précédente, c'est le moment où on fait des plantations, des plantes annuelles, des fleurs annuelles. Bref, il faut donc ouvrir les jardineries, sinon on va nuire complètement à leur chiffre d'affaires. En d'autres termes, on a l'impression que là-dedans, c'est un peu à qui va le plus protester auprès du gouvernement, aura le meilleur réseau pour parvenir jusqu'au sommet du pouvoir. Et puis on a l'impression qu'on a Ubu Roi, qui est là, ou bien un nabab qui est là et qui dit bah oui, ça c'est d'accord, là je lève le pouce vers le haut, là je baisse le. Ça va pas. C'est pas tout. Les mesures ne sont pas seulement bureaucratiques, injustes, incompréhensibles, incohérentes, elles sont également nocives. Puisque, je rappelle quand même que c'est ce qu'on a appris au XIXe siècle. Il faut qu'il y ait beaucoup d'aération pour chasser les miasmes et les virus et les bactéries. C'est d'ailleurs ce qui a fait les grandes villes occidentales du XIXe siècle. L'un des objectifs du baron Haussmann, quand il a créé Paris avec les percements des grands boulevards, c'était justement pour qu'il y ait de l'air qui brasse et qui chasse les miasmes. Donc depuis le XIXe siècle, on sait qu'il faut aller au grand air. Bon. Mais alors, s'il faut aller au grand air, il ne faut pas confiner les gens, non seulement chez eux, non seulement dans le métro, mais pas non plus avec un masque. Le masque devrait être réservé uniquement lorsque l'on est dans quelque chose d'extraordinairement confiné. J'ajoute que les mesures prises sont tellement incompréhensibles, incohérentes, injustes, et puis on a un sentiment de persécution, un sentiment de punition permanente. On nous vole nos libertés, et bien que beaucoup de Français voient leur santé mentale se détériorer de manière significative. Tous les indicateurs sont au rouge vif. Une augmentation considérable du nombre de la vente de produits psychotropes ou d'anxiolytiques. Les consultations en psychiatrie sont en hausse verticale. On voit également, il suffit de se retourner autour de soi, on voit beaucoup de jeunes de précaires qui en pâtissent le plus. On voit des jeunes enfants qui souffrent beaucoup. Le journal Le Monde expliquait le 15 mars, je le cite, « Beaucoup de jeunes enfants ne dorment plus, pleurent beaucoup, s'alimentent mal ». Pas seulement des jeunes, d'ailleurs, il y a aussi des adultes. Regardons autour de nous. Moi, je connais les enfants d'un couple ami. Il est un petit garçon qui a 11 ans, et bien qui pleure, qui est complètement dépressif, veut plus aller faire sa scolarité, évoque même des idées de suicide. Les parents ne savent plus quoi faire. C'était tout à fait nouveau chez ce petit garçon qui se portait auparavant très bien. Alors, M. Castex nous demande de nous aérer. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, on n'avait au contraire pas le droit d'aller ni dans les forêts ni sur les plages. Voilà, il y a encore une dizaine de jours, une quinzaine de jours, le maire de Nice, dans ce titan de la pensée politique et sanitaire, avait interdit aux Niçois d'aller se promener sur la promenade des Anglais. On en était quand même là.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On y va, on n'y va pas? Et puis est-ce qu'il va falloir garder le masque quand on va s'aérer? Normalement, il faudra arrêter de porter le masque quand on est en plein air. Sinon, ça sert à quoi? Deuxièmement, ça fait un an, depuis le 18 mars, que le gouvernement a décidé le premier confinement. Normalement, dans une démocratie normale, je ne parle même pas d'une société privée, parce que dans une société privée, les dirigeants doivent faire des bilans tous les 3 mois. Mais dans une démocratie normale, au bout d'un an, on attendait que le gouvernement français nous présente les brillants résultats de son action depuis un an. Or, depuis un an, les Français subissent des politiques de restriction parfaitement attentatoires à leur liberté. On a l'impression qu'on revient toujours et toujours au même point, comme si c'était un jour sans fin, comme si on n'allait jamais sortir de ce cycle infernal. Le gouvernement ne semble rien savoir faire d'autre que de prendre des restrictions au doigt mouillé, je l'ai dit tout à l'heure. Même le journal mainstream par excellence, qui est le journal Le Monde, vient de publier une tribune qui dénonce la normalisation de ces mesures de confinement qu'il qualifie de moyenâgeuses et attentatoires aux libertés. Comme je l'avais dit dès l'annonce du deuxième confinement, allez voir la vidéo qui est toujours en ligne, le gouvernement n'a en réalité aucune autre stratégie que confiner, déconfiner, confiner, déconfiner, confiner, déconfiner. En fait, tout le monde est déconfit pour le coup. La tribune du Monde fait encore observer, comme je le dis aussi depuis des mois, je ne suis pas le seul à le dire, mais moi je le dis aussi, que le nombre de morts par habitant de la France est très mauvais en fait. En fait, si vous regardez ce nombre de morts par habitant, il est absolument pas inférieur, il est même souvent supérieur, voire très supérieur, au nombre de morts par habitant d'États qui ont pris des mesures beaucoup plus légères, beaucoup moins attentatoires aux libertés. Je pense par exemple à la Suède. Le nombre de morts par habitant en France et en Suède, j'en ai déjà parlé plusieurs fois depuis un an dans les différentes vidéos, de temps en temps il est au bénéfice de la France, de temps en temps au bénéfice de la Suède. En gros, le nombre de morts par habitant de la Covid-19 dans les deux pays est à peu près identique. Sauf que la différence, c'est que depuis un an, le gouvernement suédois, passez-moi l'expression, n'a pas fait chier le peuple suédois comme le gouvernement français fait chier le peuple français. Je rappelle aussi que le gouvernement suédois n'a pas détruit l'économie. Il n'a pas endetté les Suédois et les générations futures de dizaines, et même pour ce qui concerne la France, de centaines de milliards d'euros. Et quand je parle de la Suède, c'est pour ne pas parler de beaucoup d'autres pays du monde, puisque je rappelle que sur les 195 ou 200 pays qui sont à l'ONU, pays et territoires répertoriés à l'ONU, la France se situe dans les 20 plus mauvais en nombre de morts par habitant. En d'autres termes, le gouvernement se serait honoré, aurait respecté tout simplement le peuple français et la démocratie, en présentant aux Français un bilan honnête de l'année écoulée. Et normalement, M. Castex, pour ne pas dire le président de la République, mais M. Castex, et surtout encore plus M. Véran, aurait dû dire, écoutez, je suis nul, je le reconnais, toute notre gestion a été épouvantable, donc je remets ma démission. Là, au moins, les Français se seraient dit, bon, bah tiens, quand même, il n'est pas totalement mauvais. Mais non, on a affaire à des personnes qui ont l'air bonasses, faussement sympathiques, comme M. Castex, avec son accent, comme ça on a l'impression qu'on peut leur faire confiance, mais en fait, qui poursuivent des politiques qui ont prouvé leur inefficacité. Et non seulement qui poursuivent des politiques qui ont prouvé leur inefficacité, mais qui en plus s'accommodent de ne rien faire. Parce qu'à part les confinements et le Doliprane, quand vous toussez comme un malade, on vous met un Doliprane au fond du lit en attendant que la chose se passe et qu'en fait ce soit votre système immunitaire qui résolve la situation. Mais à part ça, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Qu'est-ce qu'il a fait ? On sait depuis des mois, des années même, qu'il n'y a pas assez de lits en réanimation. On n'a pas arrêté d'ailleurs d'en diminuer. Qu'a fait le gouvernement ? Je rappelle que M. Olivier Véran, le 27 août 2020,
C'est-à-dire, il y a donc 9 mois, une grossesse. Le 27 août 2020, M. Véran a expliqué à l'Assemblée nationale qu'il n'y avait en effet pas assez de lits et qu'il faisait la promesse de créer 12 000 lits de réanimation. Si la situation le nécessite, ce sont donc 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles dans notre pays pour accueillir près de 2 fois plus de patients en même temps que lors de la première vague de l'épidémie. Et qu'est-ce qui s'est passé, M. Véran, depuis le 27 août 2020 ? Les 12 000 lits, non seulement il n'y en a pas eu l'ombre d'un qui a été créé, mais en plus, le gouvernement a continué à en diminuer. Les traitements, M. Véran, avec M. Dupont-Aignan et M. Philippot, nous vous avons adressé une lettre le 2 janvier, je ne lâcherai pas. À toutes les vidéos, j'en parlerai. Le 2 janvier de cette année, nous avons saisi le ministre de la Santé avec ampliation au président de la République pour demander est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les traitements possibles qui existent de par le monde. Eh bien, nous sommes le 19 mars, c'est-à-dire 2 mois et demi après. Son Excellence, M. Olivier Véran, n'a toujours pas daigné répondre à nos demandes, notamment n'a toujours pas daigné nous expliquer ce qu'il pensait de généraliser l'ivermectine, qui est un médicament dont on parle de plus en plus à travers le monde et qui semble donner d'excellents résultats. Alors pour masquer tout ça, eh bien pour masquer en fait son absence, non seulement son absence de résultats, mais la catastrophe de sa gestion, malgré les dépenses somptuaires qui ont été faites pour payer grassement des cabinets d'audit du style McKinsey, qui ne servent en fait à rien qu'à faire des choses redondantes avec les administrations normalement dévolues à ces actions, le gouvernement n'a pas eu de cesse que de prendre les Français pour des enfants. De façon permanente, il s'est adressé aux Français de façon infantilisante, comme je pense à M. Castex qui avait parlé. Alors il y a un monsieur Virus qui n'est pas gentil, etc. Enfin, on n'est pas débiles. Il nous parlait comme à des enfants de maternelle. Et la parole de l'État a été ridiculisée aussi par des propos à l'emporte-pièce fondés sur une ignorance, une totale ignorance des questions sanitaires. J'ai à l'esprit ce beau passage de Mme Sibeth Ndiaye, qui fut un temps porte-parole du gouvernement et qui nous expliquait sur les masques, c'était le 17 mars 2020, c'est-à-dire il y a exactement 1 an et 2 jours, qu'elle nous expliquait qu'il fallait pas porter les masques, il fallait surtout pas porter les masques. Écoutez-la. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Donc le gouvernement ne parle pas de traitement, ne s'y intéresse pas, ne pense qu'au tout vaccin. J'ai eu l'occasion d'en parler, j'en reparlerai une autre fois, mais ça n'est pas aujourd'hui le sujet. Et le gouvernement, en fait des confinements avec comme conséquence d'entraîner la ruine de tout ou partie de l'économie, pour éviter une explosion sociale, de débourser de l'argent pour compenser le manque à gagner des restaurateurs, des brasseries, de toute une série de PME, de petits artisans. Mais ceci, ça creuse évidemment le déficit public, ça augmente de façon considérable notre dette, et en 2020, le déficit de la France a été abyssal. Ce qui laisse quand même craindre un scénario à la grecque, c'est-à-dire un État au bord de la ruine. Ça pourrait être le cas de la France dans les années à venir. Et donc avec à la clé une austérité impitoyable exigée par les créanciers et la braderie du patrimoine des Français. Il sera d'ailleurs absolument fondamental pour les Français d'avoir quelqu'un qui défende les intérêts de la nation. Parce qu'on peut être sûr que si c'était M. Macron qui était réélu à l'Élysée en 2022, il serait le premier à dire, d'ailleurs, comme il pense qu'il n'y a pas de culture française, il serait certainement le premier à vendre la Joconde à l'émir de Bahreïn, ou bien à Mohamed Ben Salman, à vendre le château de Versailles, etc. Tout est possible compte tenu du personnage. Conclusion, je voudrais dire ce que moi j'aurais fait. Et je le dis avec d'autant plus d'autorité que j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, que je vous invite à revoir ou à voir si vous ne l'avez pas visionnée, où je comparais les programmes présidentiels de 2017. Et je me permets de rappeler, parce que c'est quand même fondamental, parce que vous pouvez tous vous demander, oui, mais qu'est-ce qu'ils proposent ici et ça,
que vous avez les moyens de vérifier ce que les candidats proposaient. Et moi, j'avais dit dès 2017 qu'il fallait lutter notamment contre le tout pouvoir donné à Big Pharma. En attendant, si j'étais aux affaires, si j'étais à la place de M. Macron, eh bien, ce que j'aurais fait, c'est quoi? D'abord, je me serais fait entourer des avis d'un certain nombre de scientifiques compétents, et pas seulement de quelques-uns. Et quand je dis des scientifiques compétents, ce sont des scientifiques qui auraient prouvé, 1. leur indépendance d'esprit, 2. leur titre académique, leur publication dans des revues à comité de lecture, leur ancienneté dans la profession d'immunologue, de virologue, d'épidémiologue, et puis également leur absence totale de conflit d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques. Voilà. En revanche, j'aurais écarté systématiquement les conflits d'intérêts. Il y a actuellement en France beaucoup de spécialistes qui contestent les analyses faites par le Conseil scientifique. Organe au demeurant opaque, on ne comprend pas, on ne sait pas comment sont prises ces recommandations. Tout ça, d'ailleurs, il n'y a même pas de relevé des décisions prises. C'est pris dans un entre-soi par quelques médecins qui, par ailleurs, sont constamment promus dans les médias et qui sont perclus de liens financiers avec l'industrie pharmaceutique. Alors moi, ce que j'aurais fait, déjà, je me serais entouré d'avis différents. Je pense bien sûr au professeur Raoult, au professeur Perronne, au professeur Montagnier, au docteur Fouché, que j'ai reçu sur UPR TV, mais je pense aussi à d'autres moins connus, qui peuvent d'ailleurs avoir des avis un peu différents et avec lesquels on peut ou ne pas être d'accord selon les points, mais qui éclairent le débat. Je pense au professeur Toussaint, au professeur Toubiana, au docteur Modrux, qui a fait un travail tout à fait remarquable sur les questions d'ivermectine, au docteur Kirtzek et d'autres. Ça, c'est pour les conseils. S'agissant maintenant de la stratégie que je propose aujourd'hui, dans l'état des connaissances qui sont les miennes, mais qui sont fondées sur deux éléments qui semblent complètement absents de ce qui se passe à l'Élysée, ces deux éléments étant le bon sens et deuxièmement, je veux le bien des Français et je ne veux pas le bien de Big Pharma. Entre Big Pharma et les Français, moi je choisis les Français. Alors, qu'est-ce que je ferai aujourd'hui? D'abord, je libérerai les Français. Je réouvrirai l'ensemble des commerces, des musées, des salles de cinéma, des salles de théâtre, ce qui se fait d'ailleurs dans l'écrasante majorité des pays du monde. Je ne réouvrirai pas tout ça comme ça, sans obliger les directeurs de musées, les gérants de restaurants et de brasseries, etc. Je les obligerai à faire respecter des gestes barrières et la distanciation. Port du masque dans les lieux uniquement très clos. Et puis pour le reste, installer par exemple des clients avec 1 mètre, 1,50 m les uns des autres. Voilà. Mais de façon à ce que ce soit, finalement, c'est la situation, ce serait une situation moins contaminante, si j'ose dire, que ce qui est autorisé aujourd'hui, par exemple dans les transports en commun, je l'ai déjà dit tout à l'heure. En bref, le gouvernement prend les Français pour des enfants ou des débiles, et moi je prendrai les Français pour des adultes et pour des gens intelligents. Ils savent très bien, les Français, qu'il faut mieux ne pas quand même, en période de pandémie, il vaut mieux ne pas quand même être serrés les uns contre les autres comme des sardines. Et c'est pas par plaisir qu'ils prennent le métro, hein, c'est pour aller au travail, parce que ça n'est pas interdit par le gouvernement. Voilà. Donc tout simplement, faire respecter les gestes barrières dans tous les endroits réouverts. Deuxièmement, je mettrai le paquet sur ce que le gouvernement n'a toujours pas fait, alors que ça fait des mois que je le réclame personnellement, c'est la promotion de la prophylaxie. Prophylaxie, ça veut dire prendre des mesures avant d'être malade. Il faut d'urgence lancer des campagnes de promotion des vitamines C, D, du zinc, donc de ces compléments alimentaires, qui sont indispensables pour renforcer l'immunité des gens. Alors évidemment, il ne faut pas prendre la vitamine D ou comme ça par kilo entier. Il y a, comme pour toute chose, il faut rester
dans la posologie nécessaire. Donc ça ferait partie de la communication. Mais si tous les Français, et notamment les personnes au-dessus de 50 ans, vous savez que plus vous êtes âgés et plus vous avez du mal à fixer certaines vitamines comme la vitamine D, que d'ailleurs on synthétise essentiellement à partir du soleil. Si vous prenez ce genre de complément alimentaire, il faut qu'il y ait évidemment qu'on respecte la posologie, mais il faut que les Français le fassent. Moi, je le fais. Je fais depuis des mois. Je prends un petit peu de vitamine C, un petit peu de vitamine D, un peu de zinc, du magnésium pour mieux dormir la nuit, et puis voilà. Et puis je ne suis pas malade. Alors, c'est peut-être de la chance, c'est peut-être un hasard, mais enfin, il a été prouvé que si les gens font ça, eh bien, statistiquement, ils tombent moins malades. Mais pourquoi le gouvernement ne fait-il pas ça? Les gens se refilent des recettes comme ça sur des forums, mais pourquoi le gouvernement n'incite-t-il pas les Français à faire preuve de prémonition, de préscience et de préparation en prenant un minimum de vitamines? Ils peuvent d'ailleurs aller consulter leur médecin pour cela. Par ailleurs, parmi ces mesures prophylactiques, il y a évidemment le grand air. Alors ça, pour le coup, il faut reconnaître à M. Véran d'être allé un petit peu dans ce sens, mais de façon débile, quoi. Alors avant, on pouvait sortir d'1 kilomètre, maintenant de 10 kilomètres. Oui, mais 10 kilomètres, si vous vivez dans une zone industrielle et qu'il n'y a pas de forêt ni de mer à proximité, vous faites comment? Qu'est-ce que c'est que cette idée, d'ailleurs, d'empêcher les gens de faire 50 kilomètres pour aller à la mer? Enfin, tout ça est délirant. Voilà, il faut au contraire pousser les gens à sortir de chez eux, à aller au bord de la mer, respirer l'air marin, l'air iodé, aller en forêt, faire un peu de jogging, etc., aller dans des parcs et sans masque, puisque c'est au grand air, justement, que l'on chasse les virus, les bactéries et les miasmes, comme on nous l'expliquait dès le XIXe siècle. Et puis, ce que je ferai également, c'est que je lancerai une politique générale pour essayer de traiter précocement la maladie, soit avant, c'est-à-dire à titre prophylactique, soit juste après l'infection, en privilégiant des molécules déjà éprouvées et en organisant des grandes campagnes d'essais. Avec des volontaires, bien sûr, sur ces nouveaux traitements. Je pense bien entendu à l'hydroxychloroquine. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire « mais non, il a été prouvé que... » D'autres vont dire « mais si, il a été prouvé que... » Bon. C'est de toute façon un médicament qui n'a aucun effet nocif, sauf évidemment à en prendre par quintal, mais tous les médicaments, si vous prenez 200 kilos d'aspirine, ben vous passez l'arme à gauche dans l'heure qui suit. Donc si on reste raisonnable, l'hydroxychloroquine est un médicament qui n'a aucun effet nocif. Développons-le. Et puis si ça ne marche pas, statistiquement, ben ça n'aura pas marché, mais on n'aura pas de mort. Développons l'ivermectine avec la colchicine, avec de l'azithromycine. Développons le tomilibulab, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Bref, l'ivermectine, en tout cas, est un médicament qui n'a absolument aucun effet nocif. J'aurais, parmi d'ailleurs les mesures de relance, j'aurais aussi favorisé l'oxygénation des malades à domicile. C'est une voie tout à fait intéressante, plutôt économe. C'est-à-dire que plutôt que d'hospitaliser des malades à l'hôpital, eh bien qu'ils disposent d'un petit appareil qui permet de mesurer le taux d'oxygénation, parce que c'est là le problème fondamental de la Covid, c'est lorsque les gens d'un seul coup étouffent parce qu'ils manquent d'oxygène. Et puis lorsqu'on mesure le taux d'oxygénation, quitte à ce que ce soit relié à un hôpital, et lorsqu'on voit que la situation s'aggrave, eh bien à ce moment-là, on aurait eu des équipes volantes avec des appareils d'oxygénation à domicile des patients. Par ailleurs, les moyens dans les hôpitaux. Alors là, c'est la bouteille à l'encre. J'ai regardé, je me suis documenté. On trouve à peu près autant d'évaluations que de médias que l'on consulte. Dans un cas, on vous explique qu'il n'y a que 4000 lits de réanimation. Après, on vous explique que non, en fait, il y en a 10 000. Après ça, un autre vous dit non, il y en a 8 000. Après, un autre dit vous il y en a 6 000. En fait, on est dans le flou le plus artistique. Je sais en tout cas que M. Véran, on l'a vu tout à l'heure, avait annoncé 12 000 lits disponibles si nécessaire. Moi, je ne sais pas où on en est. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est loin des 12 000 lits. Donc il y a déjà, et au-delà d'ailleurs de ce problème statistique du nombre de lits, il y a aussi un problème statistique du nombre de malades. Parce que là aussi, il faudrait en fait disposer des vraies statistiques. On a appris récemment, et d'ailleurs
l'Agence nationale de sûreté médicale l'a reconnu elle-même. Voilà, elle a reconnu que le nombre de patients Covid était surévalué. Donc on est dans un flou artistique. C'est une foire générale. Voilà. Donc ce que j'aurais dit et ce que j'aurais demandé, j'aurais pas eu recours à McKinsey ou je sais pas quoi. J'aurais dit et demandé, il y a suffisamment de hauts fonctionnaires en France pour faire marcher la machine. J'aurais dit, vous allez m'indiquer hôpitaux par hôpitaux combien il y a vraiment de lits, quitte à envoyer des inspections pour aller vérifier même visuellement combien il y a de lits, combien de lits en réanimation on a au total, et puis j'aurais décidé d'augmenter de 20 ou 25% le nombre de lits en réanimation à travers toute la France. Et je n'aurais donc pas fait des rodomontades, j'aurais fixé un objectif, même pas un objectif, une décision, et qui aurait dû être mise en œuvre. Et en l'espace d'un an, on avait largement de quoi faire. De la même façon que j'aurais lancé aussi la machine pour développer les moyens des urgentistes. Ça fait des années d'ailleurs qu'ils réclament des moyens supplémentaires. J'aurais développé une formation massive de soignants spécifiques Covid. Combien tout ceci aurait-il coûté ? N'en sais rien, hein. C'est pas comme les porte-avions dont je suis un spécialiste. Donc combien ceci aurait-il coûté ? Ça, ce sont les questions des journalistes qui essaient de vous embarrasser en vous posant des points-virgules, en manquant complètement le tableau d'ensemble. Une chose est certaine, c'est que ce genre de dépenses aurait coûté, à la louche, quelque chose comme 20, 30, 40, 50 millions d'euros. Même si on avait mis le paquet sur les urgentistes, 100 millions d'euros. Bien. Eh bien, ça n'a pas été dépensé. Mais au lieu de ça, le gouvernement a fait des confinements à répétition qui ont ruiné la France. Au pire du confinement l'été dernier, on estimait que la perte était de 1 milliard d'euros par jour pour l'économie française. La France est endettée de peut-être 300 milliards d'euros. Donc le gouvernement, pour économiser, mettons, 50 millions d'euros ou 80 millions d'euros, a accepté d'endetter la France de 300 milliards. Il y a 80 ou 100 ans, il y avait une expression française pour qualifier ce genre de politique, c'était la politique dite de gribouille. Gribouille, vous savez, c'était ce personnage de bande dessinée qui, de peur d'être mouillé par la pluie, décidait de se plonger dans une mare. Ben, c'est exactement ça. Pour économiser quelques dizaines de millions d'euros, le gouvernement, en fait, a gaspillé des milliards et a ruiné l'économie française. Mes chers compatriotes, il y a une question qui surplombe tout ce que je viens de vous dire. Pourquoi les choses sont-elles ainsi ? Pourquoi le gouvernement, depuis un an, donne-t-il à ce point l'impression d'être complètement à côté de la plaque ? Pourquoi est-ce qu'il nous explique qu'il faut avoir plus de lits, etc., et qu'au même moment, en même temps, il continue à diminuer le nombre de lits ? Pourquoi est-ce qu'il nous explique que les services de réanimation sont au bord du collapsus tellement il y a d'afflux, ce qui reste d'ailleurs ici ou là à démontrer, mais qu'au même moment, depuis un an, il n'a pas créé un seul lit, qu'il n'a pas augmenté les moyens des urgentistes. Alors je veux bien que M. Macron, M. Castex, M. Véran soient complètement dingues, mais ça n'est pas la vérité. Ce sont quand même des gens sensés. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Je voudrais rappeler ici que M. Castex n'est pas un poussin de la veille. En 2005-2006, il était directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion. En 2005, c'est-à-dire il y a 16 ans. Et c'est M. Castex qui a introduit le système de rentabilité de l'hôpital, le fameux plan Hôpital 2007, qui a commencé, qui continue encore aujourd'hui, d'asphyxier de plus en plus notre système de santé. Et c'est lui à qui on demande de régler le problème de l'asphyxie du système de santé dont il fut l'initiateur. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Comme je le dis souvent, c'est une devise personnelle. Quand on ne comprend pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et
si M. Castex a fait ça il y a 16 ans, je ne pense pas qu'il soit né avec un génome particulier qui lui a dit à partir de 40 ans, tu vas tout faire pour torpiller l'hôpital français. Non. M. Castex, ça n'était jamais qu'un haut fonctionnaire obéissant et qui a mis en œuvre ce qu'on lui demandait de mettre en œuvre. Et qu'est-ce qu'on demande de mettre en œuvre? Et qui demande à mettre en œuvre? Il y a quelques semaines de cela, quelques mois, on a appris, notamment en France, c'est le journal L'Humanité qui s'en est fait l'écho, qu'un eurodéputé allemand qui s'appelle M. Martin Schirdewan, qui appartient au parti politique Die Linke, en allemand ça veut dire la gauche, c'est un parti très à gauche. Ce eurodéputé allemand est allé rechercher dans les archives de la Commission européenne et il a fait cette révélation que je vous demande de méditer. Et je ne suis pas le premier à le faire, je ne fais que reprendre ce qui a été lancé déjà par le journal de l'Humanité et par d'autres sur les réseaux sociaux. L'Union européenne, plus exactement la Commission européenne pour être précis, entre 2011 et 2018, a fait la bagatelle de 63 injonctions aux pays membres de l'Union européenne pour qu'ils réduisent les coûts de leur système de santé. 63 entre 2011 et 2018 en 7 ans, c'est-à-dire quasiment 9 par an. 9 par an. Si on enlève les mois d'été, ça veut dire quasiment une par mois. Ça veut dire quoi, ce que je veux dire? C'est que les Français ne peuvent pas comprendre le drame qui se passe, ne peuvent pas comprendre pourquoi notre système de santé, notre système hospitalier est en pleine débandade, s'ils oublient que ce n'est plus le gouvernement qui décide, ce ne sont plus les députés que vous élisez qui décident, ce n'est plus le président de la République que vous élisez qui décide, c'est l'Union européenne, la Commission européenne, en vertu des traités européens, en vertu du rapport des grandes orientations des politiques économiques par chaque État. Et c'est là le véritable nœud du problème. Tant que les Français n'auront pas compris qu'entre l'euro, notre appartenance à l'euro, et le maintien d'un très haut niveau de système de santé, il va falloir choisir. Il faut choisir. Il est là le grand débat de notre époque. Et je suis effondré, attristé, désemparé de me rendre compte que des millions de Français qui ont le cerveau complètement lavé depuis des années n'arrivent pas à comprendre d'où vient le problème. Et c'est pour ça que les choses ne font qu'empirer. D'ailleurs, je voudrais dédier cette vidéo à tous les personnels soignants, les urgentistes, les infirmiers, les internes, les externes, les stagiaires, toutes les aides-soignantes, toutes celles et tous ceux qui sont là, à l'hôpital, et qui battent le pavé des rues depuis plus d'une dizaine d'années en France pour crier au secours, pour demander de l'aide, et qui constatent que quels que soient les gouvernements, malgré toutes les promesses, leurs moyens baissent toujours. Regardez cette petite compilation de manifestations depuis 2010. C'est éclairant quand même. Les salaires, ce qui est proposé, c'est complètement insuffisant. La pénibilité de la profession infirmière ne se discute pas. C'est un fait. Un quart des infirmières arrivent en invalidité au moment de la retraite et l'espérance de vie d'une infirmière est de 7 ans inférieure à celle d'une femme française. Ce sont des chiffres CNRACL. Aujourd'hui, 17 organisations syndicales, associations de la profession infirmière qui appellent à se mobiliser, qu'on soit infirmier en public, en libéral, en privé, en l'éducation nationale, les étudiants en soins infirmiers, tout le monde répond présent. On nous dit non mais tu vas épauler une aide-soignante ou tu vas épauler une infirmière et en fait on fait son travail et on n'est pas payé pour. Et non, c'est pas notre travail ça. C'est nous, notre travail c'est d'accompagner, c'est d'aider, c'est d'épauler. Et là, on peut plus. C'est à la chaîne. C'est comme nous dire je vous impute d'un membre, mais rassurez-vous, je vais payer le pansement. On a aujourd'hui dans les services de plus en plus de difficultés à avoir des équipes complètes. Il y a beaucoup de flexibilité. On est déplacé d'un endroit à un autre.
Manque de personnel, heures supplémentaires, beaucoup d'heures supplémentaires. On nous dit de ne pas en faire des heures supplémentaires, mais comment on fait? Dites-nous, donnez-nous une réponse. Les conditions de travail sont trop dures, trop pénibles. Il y a des burn-out, il y a de nombreux arrêts maladie, il y a des dépressions. Ça fait 20 ans que l'hôpital manque de moyens, qu'il souffre. Les premiers à souffrir avant tout, c'est les patients. On est les grandes oubliées de ce plan santé, les infirmières libérales. On est plus de 120 000 sur le territoire français. On pratique des tarifs indécents. En tant qu'étudiant infirmier de bloc opératoire, on a beaucoup d'inquiétudes par rapport au devenir de notre profession. On nous parle plus de patients, mais de chiffres, de rentabilité, et ça devient vraiment insupportable. Nous sommes épuisés, nous travaillons dans des conditions déplorables, on manque de matériel, de personnel. Mais c'est pas que nous les urgences, c'est tout l'hôpital en général qui souffre et tout le système de santé en France qui souffre. Notre quotidien, c'est l'enfer. Depuis plusieurs années, on voit les conditions diminuer, on voit les conditions s'aggraver de travail. On n'a pas le temps de manger, pas le temps de faire nos besoins naturels. Il y a de plus en plus de personnes âgées, seules au domicile, qui arrivent en état de mal et qu'il faut trouver des lits et il faut trouver de la place et on n'a plus rien. Voilà, la chose est claire. Mes chers compatriotes, si tous les gouvernements, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, qu'ils soient pour le monde d'après, le monde d'avant, etc., si tous les gouvernements français font la même chose depuis plus d'une décennie, depuis en fait 20 ans, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont tous soumis à la même force ultra puissante qui leur commande d'avoir cette politique de démembrement de la santé publique en France, comme d'ailleurs de démembrement d'EDF, comme d'ailleurs de démembrement de la SNCF, comme d'ailleurs de démembrement de notre industrie militaire, comme d'ailleurs de démembrement de toute notre industrie énergétique, etc., etc. Cette force, elle a un nom. Elle s'appelle l'Union européenne. Et elle a une succursale qui s'appelle l'euro. Et ce sont les injonctions de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne qui demandent au gouvernement, quel qu'il soit, de tailler et tailler encore dans les dépenses publiques et dans les services, notamment dans les services de santé. Voilà la réalité. Entre notre appartenance à l'euro et la santé des Français, M. Macron, comme avant lui M. Hollande, comme avant lui M. Sarkozy, comme avant lui M. Chirac, ont en définitive choisi notre appartenance à l'euro. Moi, je vous propose de choisir la santé des Français et, au-delà de ça, la santé de la France. Vive la France!